Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme, ce soir, notre grand débat autour du service national universel. Une promesse électorale qui s'avère un peu encombrante pour Emmanuel Macron. Ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, l'exécutif nous en a exposé les grandes lignes, mais on attend toujours les détails. On les attend parce qu'il semble difficile de trancher sur un certain nombre de points. Un mois obligatoire, c'est sûr. Vers l'âge de 16 ans, c'est sûr aussi. Mais comment, combien, sur quel budget? Le flou demeure. Une grande consultation sera lancée à l'automne auprès des jeunes, sauf que ces jeunes ont déjà fait savoir qu'ils étaient contre. Le SNU, promesse de campagne surprise devenue un boulet pour le chef de l'État, c'est la question de notre débat ce soir. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera deux communicants, Marie-Virginie Klein à Timothée Gaget. Nous reviendrons sur la séquence com de la semaine, c'est cette rencontre entre Emmanuel Macron et le pape François, très, voire trop chaleureuse, disent certains. Le président français a son style, mais il a aussi sans aucun doute des objectifs politiques. Draguer l'électorat catholique, réussir à faire venir le pape en France, nous poserons ces questions avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Philippe Riffman. Il est avocat spécialiste en droit des associations et en droit humanitaire. Emmanuel Macron vient de critiquer l'attitude d'une ONG allemande qui ferait le jeu des passeurs. Avant lui, Marine Le Pen dénonçait déjà une supposée idéologie migrationniste des ONG, ce qui nous amène donc à nous interroger sur ces organisations, leur fonctionnement et leurs responsabilités. Mais d'abord, ce service national universel qui est censé voir le jour l'année prochaine. Moins d'un an pour trouver les financements, les lieux où accueillir les jeunes, les trous dans les emplois du temps. Le chantier est immense et on voit bien que l'exécutif peine à en définir les modalités. Fabien Recker. C'était une promesse emblématique d'Emmanuel Macron. Le service national obligatoire verra bien le jour, mais dans une version bien éloignée des engagements présidentiels. Davantage civique que militaire, il ne durera qu'un mois au lieu de 3. Le creuset républicain, ça n'est pas que l'armée. Ça a une dimension militaire, mais ça a aussi une dimension civile, ça a une dimension d'aide à la personne, de tutorat, une dimension environnementale. Bref, c'est comment est-ce qu'on refait nation. Ce service national universel s'adressera dès 16 ans aux 750 000 jeunes d'une classe d'âge. Mis en place à partir de 2019, il sera pleinement déployé d'ici 2021 et se divise en 2 modules obligatoires, 15 jours en hébergement collectif dédié à un apprentissage civique et 15 jours consacrés à la réalisation d'un projet associatif. Une deuxième phase permettra de poursuivre un engagement volontaire pendant 6 à 12 mois sur le modèle de l'actuel service civique. La grande inconnue demeure le coût de l'opération. Il y a un engagement présidentiel très clair en la matière, donc comme on dit parfois, l'intendance suivra. Pas encore lancé, le service national universel est déjà critiqué par les organisations de jeunesse qui en dénoncent le caractère obligatoire, voire paternaliste. Et justement, on va aller plus loin sur ce sujet avec nos invités ce soir. Jean-Marie Bockel, sénateur centriste du Haut-Rhin, ancien secrétaire d'État à la Défense et co-auteur d'un rapport sur le service national universel. Jimmy Losfeld, président de la FAGE, c'est la Fédération des associations générales étudiantes. Général Dominique Trinquant, ancien chef de mission militaire de la délégation française auprès des Nations Unies. Et Irène Inchauspé, journaliste à l'opinion et notamment spécialiste des questions d'éducation. Merci à tous les quatre. Jimmy Losfeld, sur le papier, a priori donné aux jeunes un mois pour s'investir dans une association, apprendre les gestes de premier secours ou faire connaissance avec des jeunes d'un autre milieu. Ça paraît plutôt séduisant et pourtant la FAGE, vous dites non. Pourquoi ? Vous avez raison, ça paraît séduisant, il y a des choses qui sont séduisantes, tout n'est pas à jeter je pense, et je trouve que le projet a quand même pas mal évolué entre ce qui a été annoncé pendant la campagne et au cours de ces derniers mois. Moi ce que je critique vivement, il y a 2 choses en fait. La première, c'est la méthode et la manière dont on a amené ce dispositif, que je dénonce effectivement, que je qualifie de paternaliste. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on a un président de la République qui, malgré le fait qu'il parle souvent d'émancipation pour les jeunes, de redonner confiance, redonner du sens dans les institutions, eh bien, à chaque fois qu'il s'adresse à nous, eh bien, il a ce côté autoritaire et paternaliste. Et j'ai le sentiment qu'il instrumentalise un petit peu cette réforme aussi, eh bien, pour faire preuve d'autorité, à l'instar de cette séquence avec ce pauvre jeune qui a osé l'appeler Manu, et cette séquence un peu loufoque, bon, qui n'est pas très intéressante sur le fond. Moi, je retiens une chose, c'est la communication du président de la République. Avec les jeunes. Qui me fait penser, voilà, un petit peu pareil sur le CNU, c'est vraiment, on va vous remettre dans le droit chemin. On y reviendra à sa relation avec les jeunes. Ce que vous critiquez, c'est surtout le caractère obligatoire. C'est surtout le budget, le coût en fait. Parce que, vous savez, la FAGE, elle est favorable à ce que la JDC, la Journée de défense et citoyenneté, ce qui a remplacé la JAPD, passe à 1 semaine. Mais pas pour y mettre n'importe quoi non plus. Donc on peut discuter. Moi, je me réjouis de voir qu'enfin, aujourd'hui, on nous annonce qu'il y aura une concertation. C'était pas le cas avant. Néanmoins, sur le coup, 1 mois
pour 3 milliards d'euros, ce qui était annoncé dans le rapport de février. 3 milliards d'euros, c'est excessif. Alors, on parlera des questions du coup dans un instant. Jean-Marie Bockel, vous critiquez ce caractère obligatoire. Je voudrais qu'on reste d'abord sur ce caractère obligatoire. Est-ce que c'est condamnable? Non, moi je ne fais pas de mauvais procès, de paternalisme ou autre. Non, c'est clair depuis le début. Si c'est un service national universel et qu'il n'est pas obligatoire, au fond, on est simplement dans l'amélioration des dispositifs existants, comme le service civique, comme la possibilité d'entrer dans la réserve militaire, etc. Donc ce caractère obligatoire n'est pas critiquable en soi. Ce qui a été dit ce matin nous donne quelques arbitrages, mais le diable reste dans les détails, si je puis dire. Et il y a quand même quelques questions qui, pour moi, sont plus importantes que la question du caractère obligatoire. 16 ans, ce sont des jeunes qui n'ont pas la majorité. Donc ça pose quand même la question de convaincre les familles, de la responsabilité, puisqu'ils seront tous, garçons et filles, en internat. Pourquoi pas? C'est ça le brassage. Hein. Mais ça pose aussi la question constitutionnelle. Aujourd'hui, il y a l'obligation scolaire qui est reconnue, il y a le service militaire qui est reconnu, mais là, on a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est hybride ou si c'est nouveau, mais est-ce qu'on a le droit de le faire sans changer la Constitution? Ça, ce sont des questions que, au sein de la Commission de la Défense, nous nous sommes posées. Hein, c'est pas être contre que de poser des questions, si je puis dire, qui sont le préalable à la mise en œuvre de ce dispositif. Et puis, il y a aussi des questions, évidemment, quand on parle du coût, franchement, personne n'en sait rien. On peut avancer tous les chiffres qu'on veut, mais cette partie-là, 1 semaine plus 1 semaine, 2 semaines plus 2 semaines, donc forcément 2 semaines en internat, c'est où? Est-ce que c'est dans les internats existants, dans les établissements scolaires existants? Est-ce que ce sont des locaux à créer? Qui va gérer ça? Qui va encadrer? Et autour de quel projet? Donc il y a encore beaucoup de questions. Alors la consultation c'est bien, mais ça fait quand même un certain temps qu'on consulte. On consulte tout le monde sauf les parlementaires. Soit dit en passant, il y a 2 députés... Ça viendra, forcément. Bah, écoutez, souvent le gouvernement fait appel, les gouvernements d'ailleurs font appel à des parlementaires, souvent d'ailleurs de la majorité de l'opposition, soit pour des missions spécifiques de 6 mois, soit, comme ça a été mon cas, c'est normal qu'ils consultent d'abord les jeunes, concernant la garde nationale. Non, mais c'est très bien de concerter les jeunes. C'est logique. Mais moi je suis parlementaire, donc je dis, on fait aussi un certain travail, et je vois qu'il y a des concertations tout azimut, je ne le critique pas, mais à aucun moment on nous a véritablement sollicité ou écouté, alors qu'on a 2-3 petites choses peut-être qui peuvent être utiles à la réussite du dispositif, parce que nous, on veut que ça marche. Et avant de parler du coût, encore une fois, je voudrais qu'on revienne vraiment sur les modalités, parce que c'est un vrai sujet de débat, et notamment la question de l'âge que vous avez abordé. Pourquoi 16 ans? Pourquoi 1 mois? Écoutez ce qu'en pense Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, invité de France Info ce matin. Je pense que ça aurait été beaucoup plus utile si on définissait qu'entre 16 et 25 ans, sur une période même tronçonnée, parce qu'on ne peut pas faire ça en un bloc de 3 mois, un jeune Français, une jeune Française rend service à son pays. Dominique Trinquant, est-ce que 16 ans, c'est le meilleur âge? C'est une question qui fait débat. Oui, alors je voudrais en même temps me féliciter de 2 points. La concertation, parce qu'effectivement c'était un sujet, je suis assez d'accord, c'est un sujet sur lequel il y avait besoin de faire la concertation. La deuxième, c'est qu'en fait, même si on n'a pas demandé aux parlementaires, on a écouté les parlementaires, parce qu'il y a eu un rapport du Parlement au mois de février qui justement disait qu'il fallait le faire avant la majorité, qu'il fallait, lui, parler d'un parcours citoyen, donc en plusieurs étapes, mais surtout il insistait sur le fait que c'était avant la majorité, avec le point juridique que pose comme Monsieur le Ministre. Hein, c'est pareil. Donc je pense que, la concertation est nécessaire. 2, avant 18 ans, moi je trouve que c'est la modification qui a été acceptée, parce que sinon le reste, c'est ce qui était prévu depuis la campagne électorale. Je le souligne au départ. Hein. Il n'y a pas de changement. Hein. Donc le reste, en revanche, qu'on vienne avant 18 ans, je trouve que c'est plutôt une bonne formule. L'obligation, pour moi, c'est un passage obligé. S'il n'y a pas obligation, ça ne sert à rien. Le but, je rappelle, c'est aussi de mélanger, je le dis toujours, le 9-3 et le 16e. Et pour ça, si vous ne le rendrez pas obligatoire, et si vous ne le faites pas, et là, il y a un problème de carte scolaire, hein, c'est pour ça. Je me félicite aussi d'un autre point, c'est que ce soit M. Blanquer qui en parle. La secrétaire d'État aux armées est à côté. Mais le sujet, il est d'abord éducatif. Et donc, je trouve ça pas mal aussi. Voilà. Juste d'un mot, tout de même, pourquoi 16 ans? Pourquoi ça vous paraît être le bon âge?
Parce que d'abord la jeunesse a beaucoup évolué. Hein. Je fais partie de la préhistoire et d'avoir commandé des appelés au service militaire. Si vous voulez, les jeunes qui avaient 18, 21 ans, à l'époque, n'étaient pas tout à fait ceux qui sont aujourd'hui. Et donc il y a des obligations qui sont plus difficiles, disons, aujourd'hui à 20 ans qu'ils ne l'étaient il y a 25 ans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que c'est un... là, je fais un peu de psychologie. Si vous voulez, il y a un moment dans cette jeunesse où ils sont plus ouverts à recevoir un certain nombre de choses, où après 18 ans, ils considèrent qu'ils ont déjà acquis un certain nombre de choses. Voilà. Irène Inchospé, quel est votre regard sur tout cela, et notamment sur cet âge, 16 ans, et sur ce service national universel dont on peut se demander s'il est effectivement très adapté à la jeunesse actuelle, à notre époque? Oui, moi je trouve, vous avez parlé de M. Blanquer, je trouve qu'effectivement 16 ans, ils sont en seconde. Monsieur Blanquer a lancé une réforme du lycée avec une seconde qui devient absolument cruciale avec tous les problèmes d'orientation. Et moi, je trouve, franchement, je me demande, on fait comme si l'école ne servait à rien au fond, parce que le brassage social et le sentiment d'appartenance à une nation commune. Pour vous, c'est le rôle de l'école. Mais bien entendu, c'est le rôle de l'école, et donc c'est pas en un mois ou en 15 jours qu'on va faire ce que font les enfants depuis la maternelle jusqu'à la terminale. Sauf qu'on a le sentiment de toujours en demander plus à l'école. Est-ce que c'est vraiment à l'école de faire ça? Mais l'école le fait naturellement. L'école le fait naturellement. Ce qu'il faut faire... ça marche pas, alors. Mais le brassage social, il y a des choses qui sont faites actuellement. Il y a des modifications de... Mais c'est pas... Je pense que ce n'est pas en 15 jours que vous... Et justement, à l'âge de 16 ans ou d'un mois, que vous allez réussir le brassage social. C'est à l'école de le faire. Et donc, s'il faut dépenser 1 milliard par an... Et on se demande où on va aller chercher, parce que le rapport de la Cour des comptes aujourd'hui, c'est pas gagné, hein, la trajectoire budgétaire. Mais mettons-le sur l'école, mettons-le en augmentant massivement les professeurs qui sont dans les zones défavorisées, en dédoublant toutes les classes élémentaires et pas seulement celles qui sont en zone prioritaire. Moi, je pense qu'on se trompe. Les objectifs sont bons. Mais c'est à l'école de le faire, et de le faire mieux. Jimmy Losfeld, et surtout pour des enfants de 16 ans, c'est à l'école de le faire. C'est à l'école de le faire, nous dit... Je partage à 100% ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, les objectifs, au-delà de la méthode que j'ai critiquée, les objectifs sont... Je les partage. Plus de mixité, l'émancipation citoyenne... le sens de l'engagement. Le sens de l'engagement, bien sûr, c'est essentiel, et la jeunesse y aspire, par ailleurs. Mais oui, le creuset de la République... C'est l'école républicaine et laïque. Donc on peut imaginer effectivement une articulation entre une journée, une JDC, une journée de défense et citoyenneté élargie avec l'école, mais dire que c'est ce mois obligatoire qui va apporter, qui va répondre à tous ces objectifs, c'est un aveu d'échec colossal de notre système éducatif. Et n'oublions pas aussi l'université par ailleurs, parce que, enfin, on parle d'émancipation citoyenne, il y a aussi d'émancipation sociale, il y a aussi l'insertion professionnelle. L'université apporte cela, et à l'heure de la réforme de Parcoursup, on voit qu'on manque de place encore, on manque de moyens, on a une bonne réforme et sans moyens elle ne réussira pas. Donc les priorités budgétaires sur ce sujet-là me semblent mal évaluées. Jean-Marie Bockel puis Dominique Trinquant sur cette question. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi qui ai encore quelques réticences par rapport à un dispositif qui gagnerait à être plus clair, là du coup je vais le défendre. Parce que l'école c'est très important, l'école bien sûr va être réformée, va évoluer, mais l'école ne répondra pas à toutes les questions auxquelles le SNU est censé apporter des réponses. Moi, je pense que il ne faut pas non plus s'arrêter au seul terme de brassage social. Moi, j'ai fait mon service militaire pendant 1 an. Il y avait... ça s'est peut-être un peu dégradé sur la fin, mais moi j'ai connu une dimension de brassage. Aujourd'hui, sur 2 fois 15 jours, il y aura forcément des gens qui seront ensemble. Oui, mais ça n'ira pas bien loin. Mais il y a d'autres aspects. Qui ne relèvent pas forcément tous de l'école, qui ne relèvent pas que de l'apprentissage d'un certain nombre de valeurs. Il y a aujourd'hui dans le monde associatif d'ailleurs, je pourrais citer le mouvement scout, je pourrais citer d'autres types d'associations, la relation à autrui dans un contexte où on est ensemble et pas seulement pendant les heures de cours, la relation à la nature, l'apprentissage de soi-même, bien sûr la préparation à l'engagement, toutes ces choses que vous l'avez très bien dit, auxquels les jeunes aspirent, mais qui à un moment donné, en plus du temps scolaire, se fait à côté, qui est un moment fort, qui prépare d'ailleurs ensuite la partie optionnelle où pendant quelques mois les jeunes un peu plus âgés pourront faire des choix d'engagement. En soi, je trouve que c'est pas mal, que ça n'existe pas aujourd'hui, que l'école n'apportera jamais complètement cela et que ça peut constituer un plus. C'est un avec plus. tous les bémols que j'ai évoqués, mais je ne rejette pas l'idée dans son principe
Au contraire. Dominique Trinquant. Oui, en complément simplement, et Oui. pour revenir sur le brassage scolaire, que l'école soit au centre et que ce soit son rôle, je suis d'accord. Mais l'échec de l'école, c'est pas l'échec des professeurs et de l'éducation qui est donné. C'est que la carte scolaire, pardonnez-moi, mais ça existe. J'ai eu un exemple il n'y a pas très très longtemps de jeunes polytechniciens, l'élite de l'élite, qui vont faire leur service militaire, toujours, et qui passent 4 mois, et en retour du régiment, il m'a dit, mais j'ai rencontré là des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Jamais. Donc je pense que cette affaire, et en complément, parce que je partage tout à fait ces points de vue-là, en complément, le brassage social, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, il n'existe pas, et c'est pas de la faute de l'éducation nationale, la carte scolaire est faite comme ça. Et donc, aujourd'hui, il y a un moment où il faut faire découvrir les autres. J'écoutais, puisque depuis ce matin, on interviewe beaucoup de jeunes, et j'écoutais à la radio des jeunes qui disaient « Mais moi, je rencontre jamais les jeunes qui vont à l'école à 150 km de chez moi. Je ne le sais pas. » Donc je crois que c'est aussi un aspect important. Je voudrais qu'on poursuive la discussion sur cette question du financement que vous avez évoquée il y a un instant, parce que c'est l'autre grand sujet de ce débat. Et là, ce sont les armées qui s'inquiètent. Mon souci, c'est d'éviter que des moyens qui sont prévus pour la reconstruction des armées dans la loi de programmation militaire soient détournés au profit d'un service national universel. C'est ce qu'avait déclaré le général Lecointre. Emmanuel Macron, lors de ses vœux à Toulon, a totalement écarté ce risque. Je vous propose de l'écouter. Et je veux ici rassurer chacun, il sera mené à son terme, il entrera à bon port, il sera conduit par l'ensemble des ministères concernés et pas simplement celui des armées. Il aura un financement ad hoc qui ne viendra en rien impacter la loi de programmation militaire qui vous sera prochainement dans le détail présentée. Irène Inchospé, ça suscite des inquiétudes, ce financement, parce qu'on se dit, alors si on ne va pas chercher l'argent dans le budget de l'armée, on va le chercher dans l'éducation ? On va le chercher dans l'éducation nationale, et si on va le chercher dans aucun budget, eh bien on va le financer par une taxe spéciale qu'on demandera aux Français de payer pour financer ce service. Parce qu'il va falloir trouver l'argent quelque part, parce que malheureusement, on ne dispose d'aucune marge de manœuvre budgétaire aujourd'hui. On le sait bien. Donc l'argent ne va pas tomber du ciel. Donc si on n'ampute pas le budget de l'éducation nationale, ce que j'espère, ni celui des armées, parce que je pense que c'est pas non plus le lieu où il faut renier. Et c'est pas annoncé comme ça. Et c'est pas annoncé comme ça. Mais il n'y a pas de repas gratuits, comme disent les anglo-saxons. No free lunch. Donc ça sera un impôt supplémentaire pour financer ça. Après, peut-être que les Français seront d'accord. Si le projet suscite l'adhésion, pourquoi pas. Mais ça ne pourrait être que ça. Quelqu'un a-t-il une idée de là où on va chercher cette enveloppe ? Juste une chose, j'ai pas d'idée d'où ça pourrait venir. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que Emmanuel Macron le rappelle souvent, il n'y a pas d'argent magique. Et encore une fois, pour le paraphraser, ce pognon de dingue, de que ce soit 1 milliard ou 3 milliards d'euros, il est clair que s'il est pris sur le budget de l'éducation nationale ou sur le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est inacceptable. Et ça constitue pour nous, pour le coup, une ligne rouge. Et par ailleurs... Qu'est-ce que ça veut dire une ligne rouge ? Ça veut dire que vous descendrez dans la rue ou... Mais ça veut dire qu'on utilisera toutes les méthodes possibles. Mais ce qui est clair, c'est que c'est pas possible aujourd'hui, que ce soit pour un SNU ou autre chose, d'ailleurs c'est même pas le sujet, de ponctionner un budget qui a besoin d'être abondé. On a besoin d'argent supplémentaire aujourd'hui, donc on va pas l'utiliser pour autre chose. Et 3 milliards, c'est un montant énorme. Je tiens à rappeler que le montant total que l'État dépense pour faire des bourses pour les étudiants, donc pour garantir la justice sociale dans l'enseignement supérieur, c'est 2 milliards. Donc c'est un montant qu'on pourrait ajouter, c'est 3 milliards et qui pourrait multiplier par 2,5 le montant des bourses. Donc ouais, il faut se poser les bonnes questions. C'est une ligne rouge pour nous. Et si on arrive à trouver de l'argent supplémentaire néanmoins au-delà de ces budgets-là, je me dis alors pourquoi on n'arrive pas à en trouver pour l'université, ou pour l'école, ou pour les hôpitaux, ou pour les EHPAD, etc. etc. C'est des vraies questions, Jean-Marie Bockel. Moi, je suis entièrement d'accord avec les 2 lignes rouges évoquées par les 2 intervenants à l'instant. Et je voudrais dire 2 choses. La première, ça a été déjà plus ou moins dit, c'est qu'on va avoir, une fois que le dispositif sera clair, on nous dit pour 2019, admettons cela, il y aura, à mon humble avis, et ce serait bien d'ailleurs qu'il en soit ainsi, une année d'expérimentation qui portera sur quelques milliers de personnes, et donc la question budgétaire ne se posera pas en termes de milliards. Ça permettra d'ailleurs au passage de vérifier, de corriger, d'évaluer, d'améliorer le dispositif, et ensuite à partir de l'année suivante, j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine, il y aura une montée en puissance progressive sur plusieurs années, et c'est donc dans quelques années, à un moment où soit ce sera stop ou encore, soit le dispositif aura prouvé sa pertinence, voire ce sera amélioré, soit il aura montré ses limites, que se posera la question budgétaire. Et là, effectivement, de 2 choses l'une, où la situation du pays, nous l'espérons, je l'espère, s'améliore et on peut imaginer qu'à un moment donné, dans le budget, il y a un montant qu'on ne connaît pas encore qui soit consacré à cela. Alors évidemment,
Là, je vais dire quelque chose, mais avec beaucoup de prudence, parce qu'encore une fois, ça, c'est un peu facile, mais imaginons que ça réponde aux attentes qu'on met dans ce dispositif. Il y a un certain nombre de dépenses liées au dysfonctionnement de comportements qui aujourd'hui coûtent très cher à la société. Comme quoi? À quoi vous pensez? Écoutez, on peut imaginer que un système d'engagement qui marche bien facilite l'insertion dans la vie professionnelle, donc sur le budget facilite du le vivre ensemble. Non, mais limite la délinquance. Bon, je suis pas encore une fois l'avocat sans nuance de ce dispositif, loin s'en faut. Mais en attendant de voir quels seront les effets positifs en termes de non-dépenses d'un dispositif dont on peut espérer qu'il réussira, on peut au moins dire qu'une montée en puissance progressive permettra, le moment venu, j'allais dire si tout va bien. On a compris, donc ça pourrait être sur le ministère de l'Intérieur. Non, j'ai pas du tout dit ça. Non, mais il y aurait. Ce que vous dites. Non, ce n'est pas du tout. Ça améliore Ce n'est absolument pas ce que je dis. Ça limite la délinquance. Non. Mais on véhicule quand même cette image de dire que c'est pour remettre à carreau les jeunes. Un petit peu. Oui, un peu, oui. Disons à carreau par rapport à un certain nombre de comportements. Il faut l'assumer, quoi. Oui. Un mois obligatoire va pouvoir lutter concrètement contre. Non, je ne suis pas. Non, mais où ça sert quelque chose, où ça sert à rien. Si ça sert à ce que les gens se sentent mieux dans leur peau et davantage d'envie et capacité de construire leur propre vie en toute indépendance, c'est bien pour la société. C'est juste ça que je veux dire. Dominique et pour ce qui est du financement, allons-y chemin faisant. Sur les coûts sur lesquels j'avais un peu travaillé pendant la campagne, sur les coûts, si vous voulez, il faut voir ce que ça veut dire les coûts. On intègre dans les coûts, par exemple, les gens qui vont être des moniteurs qui viennent d'où? Qui viennent peut-être de l'éducation nationale. Les armées ont déjà dit, nous on veut bien former les formateurs. Donc vous voyez, il y a un effet. On veut bien que d'anciens militaires puissent participer à ça. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est que les coûts aujourd'hui. Oui. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je rappelle que ce dispositif, qui est un mois obligatoire, a aussi une durée que j'ai pas en tête aujourd'hui, 3 mois de volontariat ailleurs. Et ça va au contraire permettre à beaucoup de jeunes de participer à des actions. Alors on parle d'ailleurs d'une rétribution à ce moment-là, d'une indemnisation, mais qui va leur permettre de multiplier dans les services. Et là, c'est un retour sur investissement, si j'ose dire. Donc je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas très clair sur ces affaires de budget. C'est bien pour ça qu'il va y avoir probablement une période préalable. D'abord une étude avec une concertation, bien sûr. Et puis ensuite, une période de mise en route progressive pour évaluer à peu près tout ça. Alors, avec ce service national universel, l'exécutif risque-t-il de se mettre définitivement à dos la jeunesse? Il y a eu la gestion de la crise des universités, il y a eu Parcoursup, il y a eu ce retour aux fondamentaux, à l'école via la réforme Blanquer et maintenant ce SNU. Le dernier baromètre du JDD est très net. C'est chez les 18-24 ans qu'Emmanuel Macron décroche le plus, moins 9 points. Dans un entretien à Libération il y a un mois, Jean-Luc Mélenchon parle même de divorce. Je le cite, « Pour la première fois depuis 10 ans, des milliers de jeunes ont divorcé avec le système. Je me souviens du monde étudiant à la fin des années 90. La mentalité générale était largement acquise aux idées libérales. C'est fini. Emmanuel Macron vient de divorcer d'avec cette jeunesse. » Jimmy Losfeld, vous l'avez un petit peu évoqué en début d'émission. Est-ce que vous le ressentez, ce divorce? Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus aujourd'hui entre le président de la République et la jeunesse. Mais il ne tient qu'à lui de résoudre cela, par ailleurs. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il a une manière de s'adresser. Je parlais d'autorité, moderne, je parlais de paternalisme. Adapté aux jeunes. Je pense qu'il n'a pas encore compris comment s'adresser aux jeunes. Mais des efforts ont été faits, je dois le reconnaître, et encore une fois, on parle de la concertation. C'est vraiment important, cette concertation, à mon sens, parce qu'encore une fois, Lafarge, elle porte ce projet de société où on croit dans une démocratie sociale, où on s'appuie sur des corps intermédiaires, notamment des organisations de jeunes, il en existe plein en France, dans leur diversité, et c'est important sur des ambitions aussi importantes que celles qu'on a évoquées, et bien de pouvoir co-construire cela avec la jeunesse. Et je parle de co-construction, on ne parle pas de consultation, on parle de concertation. La différence sémantique est importante. Donc, je pense que ce SNU s'est mal engagé. Néanmoins, avec cette concertation, j'espère, et c'est un appel à l'exécutif que je fais, que cette concertation, elle sera sincère, qu'on aura vraiment l'opportunité de faire bouger les lignes, de trouver un projet qui corresponde à l'aspiration des jeunes. Et là, du coup, peut-être que les atomes crochus arriveront à ce moment-là entre les jeunes et Irène Hitchcote, est-ce qu'il y a un début de divorce entre Emmanuel Macron et la jeunesse?
Un début de divorce. Il ne faut pas exagérer non plus les difficultés de Parcoursup et le blocage des universités. C'était quand même très plutôt la gestion des blocages avec l'envoi des forces de l'ordre. Enfin, c'était quand même un très faible pourcentage des sites universitaires. Hein. C'est toujours les usual suspects, c'est toujours les mêmes. Donc il n'y a pas eu non plus, vous n'avez pas eu d'énormes manifestations. Non, mais les 9 points en moins chez les 18-24 ans, c'est vrai. Oui, alors ça, je pense que c'est plus l'image qu'il donne. Lui, vous savez, il parle beaucoup de start-up nation. Donc mais je pense que tous les jeunes n'ont pas envie de créer des start-up. Il n'emporte pas tout le monde avec ça. Il n'emporte pas tout le monde avec les premiers de cordée, la start-up nation. Je crois qu'il y a des jeunes qui n'ont pas envie de ça. Il y a un chômage des jeunes qui, malheureusement, et c'est pas de sa faute, il l'a trouvé en arrivant, on va pas lui jeter toutes les pierres, mais est extrêmement élevé. Donc je pense que là, en donnant cette image-là et de président des riches, je pense que c'est à cause de ça qu'il perd chez les jeunes. C'est pas à cause de Parcoursup, c'est vraiment à cause de ça. Et sa start-up nation, le gros risque, c'est qu'il n'emporte pas tout le monde. Et le SNU non plus, j'imagine. Et le SNU non plus. Et alors là, ça serait quand même assez dramatique si effectivement les jeunes se sentaient laissés sur le bord du chemin. Jean-Marie Bockel. Le risque de divorce existe manifestement, y compris sur un certain nombre d'erreurs ou de maladresses que vous avez évoquées. Et le SNU peut être un moment test, soit de capacité à surmonter ce divorce, à la fois en réussissant la concertation, en étant dans l'écoute, en arrivant à expliquer aux jeunes, aux familles, à tout un chacun, à la nation, le pourquoi de ce caractère obligatoire, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il était partie intégrante du dispositif, donc je ne le remets pas en cause. Donc faire de la pédagogie. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Et ensuite, il y a la mise en œuvre. Si les jeunes ont le sentiment, vous savez, très vite, ils vont parler, quoi, et même l'expérimentation, où c'est bon, où ça marche, améliorable le cas échéant, ou ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas et que ça monte en puissance en ne marchant pas, alors oui, on confortera le risque de divorce. À l'inverse, si les choses se passent bien, s'il y a l'écoute, les allers-retours, la pédagogie, une certaine manière prenons l'exemple des militaires, qui sont prêts à aider. Les militaires, dans tout ce qu'ils font, puisque c'est quand même parti de là, comme vous l'avez dit dans votre reportage, que ce soit pour les jeunes qui décrochent, le service volontaire, que ce soit le service en outre-mer, etc., ou d'autres, eh bien, ils ont, au-delà de l'image qu'on leur donne parfois de réac ou d'autres, ils ont cette capacité. Ils emportent cette adhésion. Ils savent faire. Donc ça veut dire que dans la jeunesse, il n'y a pas que, mais puisqu'on parle du service, dans la jeunesse d'aujourd'hui, c'est possible. Donc il y a un sacré enjeu. C'est pas gagné d'avance, mais c'est jouable. Et le risque politique aussi, on en parlera peut-être. Dominique Trinquant. Vous parliez de En Marche et politique. Moi, ce qui me frappe, c'est que le mouvement du président de la République, il a amené à gagner cette élection, c'est un mouvement extrêmement jeune. Donc c'est assez frappant, parce qu'aujourd'hui, on parle de divorce avec les jeunes, mais on ne parle pas des mêmes jeunes. Si vous voulez, la République En Marche, c'est la start-up, je suis d'accord avec vous. C'est la mondialisation, c'est on y va. Et puis, il y a des jeunes qui, aujourd'hui, se posent des questions. Dans les moments cruciaux, après le bac. Les jeunes qui réussissent. Comment ? Ce sont plutôt les jeunes voilà, qui réussissent. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et il y en a un certain nombre qui se posent des questions. Les 20%, on cite le chiffre, qui ne sont pas tout à fait inscrits en fac aujourd'hui, évidemment, ils se posent des questions. Donc il y a ce petit décrochage entre ceux qui ont porté le mouvement, ceux qui sont en marche et qui réussissent, et puis ceux qui se posent des questions. Et c'est ceux-là qu'il va falloir convaincre avec, comme vous le disiez, je prenais un chiffre intéressant sur l'affaire des militaires, permettez-moi, militaire, de le rappeler, la confiance des citoyens dans les personnalités, 85% c'était les militaires. Les maires venaient à 70% derrière. Donc c'est intéressant, les maires élus par les... Donc c'est très intéressant de voir qu'effectivement il y a une capacité d'entraînement, et les exemples que vous avez cités le montrent sur les jeunes qui sont en décrochage, mais qui sont tous des volontaires là en revanche, et qu'on remet dans le circuit. Très rapidement, il n'y a pas une jeunesse en France, il y a des jeunesses. Il y a une jeunesse étudiante qui peut être précaire par ailleurs, il y a aussi une jeunesse qui n'est pas étudiante et une jeunesse en grande difficulté. Vous savez, les NEETs, ces jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en stage. On estime qu'ils sont près de 2 millions en France. Donc je pense que le président est attendu au tournant, non seulement, on l'a dit, sur le dialogue social, sur le SNU, mais aussi sur les mesures sociales par rapport à ces jeunes-là, sur l'accès à l'éducation, l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à l'emploi. Et ça, c'est des vrais sujets parce que ça a été rappelé par Irène, 25% de taux de chômage chez les 18-25 ans. C'est aussi des gros sujets, tout aussi importants que l'émancipation citoyenne, et très liés au final. Et c'est une action globale et pas seulement concentrée sur le SNU que les jeunes attendent de l'exécutif. Irène Etchespé, en quelques secondes. Il faut
faudra juste aussi regarder la réaction des professeurs. Parce que quand même, Blanquer dit l'intendance suivra, c'est sa grande expression. Là, on dit ça va être pris sur le temps scolaire, mais non, mais oui, les professeurs, il faudrait peut-être aussi leur demander leur avis quand même, je trouve. Et ça ne fait que commencer. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Marie-Virginie Klein à Timothée Gagé. On va revenir sur la rencontre d'Emmanuel Macron avec le pape François. Leur entretien s'est terminé sur une chaleureuse embrassade. Au-delà de la possible bonne entente entre les deux hommes, faut-il y voir une opération de com' à destination d'un électorat catholique? On va essayer de répondre à cette question juste après ce sujet de Samia Dechir. En mai 2016, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, rend un hommage remarqué à Jeanne d'Arc, sainte de l'Église catholique. Quelques mois plus tard, il se déclare candidat à l'élection présidentielle. Au lendemain de l'annonce, il se recueille discrètement à la basilique de Saint-Denis. Ni athée ni pratiquant, Emmanuel Macron a demandé à être baptisé à l'âge de 12 ans avant d'entrer chez les jésuites, mais dit s'être depuis éloigné de la religion. Devenu président, il reste discret sur ses croyances, mais courtise l'électorat catholique. Le 9 avril dernier, son discours aux évêques de France est vu par ses opposants comme une grave atteinte à la laïcité. Nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe à vous comme à moi de le réparer. Reçu hier par le pape François, Emmanuel Macron a poursuivi son opération séduction en acceptant d'être fait chanoine d'honneur de la basilique de Saint-Jean de Latran. Ce fut pour ma part une rencontre extrêmement riche, intense, que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle a permis, je le disais, de partager, je crois, des questionnements profonds sur le monde que nous connaissons et sur lequel, il faut bien le dire, nous avons beaucoup d'incertitudes à partager, des convictions à poser. Un symbole de plus pour ménager l'électorat catholique, alors que la loi ouvrant la procréation médicalement assistée aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires est attendue pour l'automne. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Marie-Virginie Klein, bonsoir, conseillère en communication pour le cabinet Tilder, et Timothée Gagé, bonsoir et bienvenue, directeur de la communication stratégique au sein de l'agence Comfluence. Bienvenue à tous les deux. Certains disent qu'Emmanuel Macron en a un peu trop fait avec le pape François, qu'il a un peu utilisé les mêmes méthodes qu'avec un Donald Trump. Est-ce qu'il en a trop fait en termes de communication, Marie-Virginie Klein? Alors le moins qu'on puisse en dire, c'est qu'il en a fait beaucoup. Il a multiplié les signaux qui pouvaient montrer une proximité très forte, voire parfois trop forte avec le pape. Mais tout ça, moi ce que je lis derrière, c'est la poursuite de la stratégie de séduction des catholiques qui est juste la suite logique de l'épisode des Bernardins. Ce qu'il a voulu faire... Son discours au Collège des Bernardins. Son discours au Collège des Bernardins. Ce qu'il a voulu faire en montrant tous ces signaux de proximité, d'amitié, etc., c'était renforcer ce premier pas vers les catholiques en anticipant quand même des sujets qui vont arriver bientôt à l'agenda public et qui sont même déjà inscrits sur la loi bioéthique, la PMA, l'euthanasie, etc. Il prépare l'esprit des catholiques pour montrer une forte proximité avec le pape et qu'ils se sentent tout de même écoutés malgré tout. Timothée Gagé. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. J'ajouterais qu'il y avait de la symbolique de part et d'autre. Car on a vu Emmanuel Macron offrir un roman de Bernanos au pape François. Finalement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que le catholicisme s'inscrit dans la culture française, notamment sa littérature. Mais si vous voyez aussi le cadeau du pape François à Macron, il est lourd de symboles. Parce qu'il lui a offert une médaille de Saint-Martin. Et qui est Saint-Martin? Saint-Martin de Tours, c'était un des premiers évêques de Tours, mais surtout c'était un légionnaire romain qui est connu parce qu'il avait découpé son manteau en deux pour couvrir le démuni qui tremblait dans le froid. Et donc finalement, qu'est-ce que c'est que ce message envoyé très directement au président de la République? C'est aussi que quand on est un homme d'État, un homme de pouvoir, il ne faut pas oublier les miséricordieux. Et avec la situation des migrants qui était sans doute au cœur de leur discussion, cela était lourd de sens. Marie-Virginie Klein, d'un mot tout de même, moi si j'étais un électeur catholique et que je vois Emmanuel Macron se comporter ainsi avec le pape François, jusqu'à presque lui taper dans le dos, pardon, mais ça peut aussi heurter un peu. On ne se comporte pas de la même manière avec le pape François qu'on se comporte avec Donald Trump. Est-ce que c'est pas à double tranchant tout de même?
C'est vrai qu'ils se sont étreints longtemps, qu'ils se sont embrassés, qu'il y aurait même une tentative de toucher la joue du pape de la part d'Emmanuel Macron. C'est vrai que dans le body language, enfin dans le langage corporel, on peut vraiment s'interroger sur est-ce que finalement ce comportement est décent pour un pape, etc. Je sais pas si la majorité des gens sera choquée. Par contre, globalement, il y gagne, en gros. En fait, il en a fait des tonnes parce que tout le monde ne scrute pas forcément les moindres faits et gestes. Et quand on lit à travers la diplomatie vaticane très codifiée, on peut se dire que cette rencontre est réussie sur en termes de communication. D'abord, le visage du pape, ça en dit très long. Au moment où la personne politique arrive, le degré d'ouverture et de fermeture du visage du pape en dit long. Pour la visite de Trump, il était très fermé. Pour celle de François Hollande, précédemment, il était aussi un peu en recul. Là, il a accueilli Macron avec un sourire avenant, ce qui est quand même une première victoire. Autre signe, c'est évidemment la durée de l'entretien. 57 minutes d'entretien, c'est un record. Alors, c'est pas un record absolu puisque c'est Mitterrand, voilà, qu'il avait, voilà. Mais c'est un autre signal positif. Donc, ces gestes, pour ceux qui ont regardé dans le détail, ont pu surprendre, mais dans l'absolu, la séquence de com pour les catholiques est plutôt bonne, et je pense que pour son électorat, c'est plutôt un signal assez gros, peut-être grossier, certains diront en termes de communication, mais qui fonctionne, à mon sens. Et derrière tout cela, il y a aussi l'invitation du pape en France. 5 ans que l'épiscopat français veut faire venir le souverain pontife dans l'Hexagone. Selon Dominique Volton, que nous recevions ici même sur ce plateau hier soir, eh bien pour lui, c'est évidemment le rêve d'Emmanuel Macron. Écoutez. Vous imaginez bien que le président Macron, il voudrait bien que le pape vienne, évidemment. Bon. Et le pape n'est pas suffisamment un peu idiot pour ne pas comprendre que l'autre voudrait qu'il vienne après avoir pris le chanoine du Latran. Timothée Gagé, ce serait évidemment le coup de com' énorme. Ce serait le coup de com' énorme. Après, attention... Et il va peut-être le réussir en plus. C'est tout à fait possible qu'il le réussisse, mais attention tout de même, gros sabots, grosse ficelle, ça peut se retourner contre le communicant et même contre le président. Quand vous disiez, c'est vrai que tout le monde a beaucoup glosé sur l'entretien de 57 minutes, c'est un signe incroyable, ils ont énormément de choses à se dire. À la limite, très bien. Et d'ailleurs, personne ne peut nier que Macron est quelqu'un qui est intéressé par les questions spirituelles. Et sans doute que ces deux hommes, deux chefs d'État de styles très différents, mais chacun est pris de philosophie et de pragmatisme, avaient des choses à se dire. En revanche, faire une com juste sur la durée de l'entretien, ça peut se retourner contre lui. La petite tape dans le dos, je ne suis pas sûr que ça plaise non plus aux catholiques un peu classiques. Après, ce qui est vrai, c'est que si le pape vient en France, ce sera évidemment une bonne opportunité, mais le pape François est lui-même un bon communicant et pas du genre à se faire coincer non plus dans des pièges un peu faciles. Et lors de cette rencontre, Emmanuel Macron a tout de même fait une petite maladresse, pour ne pas dire une vraie gaffe. C'était au moment de présenter le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, par ailleurs breton. Le détail est important, vous allez comprendre pourquoi. Et qui est breton lui aussi, qui était à l'école avec lui. Il nous a avoué ce forfait. Et voilà. Excellent. Il y a des Bretons partout, c'est une... Les Bretons, c'est la mafia française. Mais ils sont très morts. Les Bretons, c'est la mafia française. Ça a l'air de faire rire le pape François. C'est une vraie gaffe? Ou c'est une communication maîtrisée? Comment interpréter ce moment? Alors là, il y a tous les indicateurs d'un dérapage en termes de communication sont là. On a le pape François qui rit mais un peu jaune, on le sent très bien. On a Brigitte Macron derrière qui a un sourire interloqué, qui est assez crispé. On a Jean-Yves Le Drian qui complète tout de suite pour essayer de rattraper le coup en disant « Ouh là là, c'est morale française ». Il essaye de remettre le sujet au niveau de la moralité papale. Donc non, c'est pas du tout habile. C'est pas habile du tout à l'égard du pape parce qu'en gros, ce qu'il lui dit, c'est que finalement, Rome est dans un pays de mafieux, le Vatican. Oui, quand on est en Italie, on pense mafia. Quand on est en Italie, on pense mafia. C'est pas habile à l'égard des Bretons qui, je rappelle, sont déjà pris là, par la polémique autour du film Bécassine, dans lequel on dit que l'image de la femme bretonne est complètement dévalorisée. Donc c'est pas habile à l'égard des Bretons. Et alors même qu'il s'apprête à essayer de donner une tonalité jupitérienne à sa communication en essayant de resacraliser sa
sa fonction, avec ses échanges avec le pape, etc. Et bien là, hop, il tombe dans la petite phrase, comme il l'a fait d'ailleurs assez récemment avec la fameuse histoire du on n'appelle pas le président de la République Manu. Timothée Gagé. Oui, on se souviendra d'ailleurs que Sarkozy était venu avec un humoriste, un comique, Jean-Marie Bigard. Ouais. Macron s'y essaie lui-même. Alors, le comique en politique, c'est toujours compliqué. Et je pense qu'au Vatican, ça l'est d'autant plus. Parce que M. Hollande, qui était Monsieur Petite Blague, ça s'est toujours retourné contre lui. On le trouvait sympa, on le trouvait drôle, mais ça désacralise la parole présidentielle. Donc s'il y a bien un moment où il ne faut pas faire non plus trop de blagues, c'est sans doute entre des rencontres entre deux chefs d'État. Et au Vatican, c'est d'autant plus compliqué. Surtout que moi, je pense vraiment qu'en fait, le pape n'a pas compris la blague. Parce que les Bretons, je ne suis pas vraiment sûr qu'ils sachent exactement à quoi ça correspondait. Oui, il a peut-être juste retenu le mot mafia. Donc voilà, donc en fait, il a fait une blague franco-française qui n'a pas été comprise. Et surtout, la mafia, c'est quand même très malvenu, parce que le pape est évêque de Rome et s'est engagé très fortement dans la lutte contre toute forme de mafia qui est à la Bresse sicilienne en Italie. Mais le pape est aussi argentin. Et il avait déjà pris position et il s'opposait à toutes les mafias qui pouvaient gangréner également l'Amérique du Sud. Donc c'était malvenu et surtout pas forcément très drôle. Il ne nous a pas habitués à ce genre de manque de maîtrise, Emmanuel Macron, de lui-même. C'est un très grand communicant, on le voit bien, puisqu'on n'arrête pas d'en parler. Et là, il se laisse aller, il prend un peu trop ses aises. Il y a une explication possible ? Moi, ça me fait tout de suite repenser à l'épisode très récent avec le jeune qui lui dit Manu et qui lui dit voilà, on m'appelle pas Manu. Ça fait penser, alors maîtriser ou pas, le débat est là, mais à la vidéo sur le pognon là qui était très récemment. C'est vrai que depuis 2 mois, Emmanuel Macron se relâche en termes de communication, mais justement parce qu'on lui avait reproché quand même cette communication jupitérienne, ce côté très inaccessible, voire parfois monarchique, sa façon monarchique d'incarner la fonction. Je repense aussi à cette photo sur les réseaux sociaux qui circule de lui pendant la fête de la musique au milieu de musiciens un peu déjantés, etc. Là, sur les 2 derniers mois, il a complètement inversé sa stratégie de communication pour sûrement se montrer plus accessible, plus proche, plus sympathique, plus empathique. Mais effectivement, trop de com, tu la com, et ça peut se retourner contre lui. Et il commence à être un peu difficile à suivre. Dernier thème de ce match, c'est cette guerre de communication entre les militants véganes et les bouchers. Une guerre qui va loin. Pour vous donner une petite idée, on va regarder cette affiche des militants anti-viande. C'est un boucher qui s'apprête à découper tout simplement une femme comme il découperait un animal. Sauf que ça va au-delà des images. On assiste à une escalade de la violence. Les bouchers sont pris pour cible. Ils ont même adressé une lettre à Gérard Collomb dans laquelle ils demandent une protection policière. Nous comptons sur vos services et sur le soutien de l'ensemble du gouvernement pour que cessent le plus rapidement possible les violences physiques, verbales, morales. Le président de la Confédération des bouchers charcutiers, Jean-François Guillard, était sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin hier pour tirer la sonnette d'alarme. Écoutez. Aujourd'hui, il y a 98 ou 97% des Français qui mangent de la viande, qu'on les laisse manger de la viande tranquillement. Nous ne sommes pas opposés aux personnes qui ne veulent pas manger de viande, c'est leur choix. Nous les respectons, mais on leur demande surtout de nous respecter. Timothée Gagé, on assiste à une guerre de communication. D'abord les affiches, les actes de malveillance, et maintenant, ça y est, les bouchers qui répondent. Alors en fait, cette guerre entre les animalistes, les véganes, et ceux qui aiment bien l'entrecôte, elle a commencé depuis longtemps. Et elle a toujours été très bien menée, parce qu'elle a été menée par des actions de communication coup de poing très virales. On pense à toutes les vidéos d'L214. Elle est multicanale également, parce qu'ils ont énormément de relais médiatiques, philosophiques. On pense à Aymeric Caron, Laurence Parisot, la Fondation Brigitte Bardot. Et donc finalement, jusqu'à présent, alors que seulement que les véganes représentent, je crois, 0,5%, les vrais véganes, je ne parle pas des végétaliens, 0,5% de la population française, ce sont eux qui font le débat et qui placent leurs idées. Finalement, là, en allant taper des devantures, c'est une erreur tactique, c'est une énorme erreur tactique. Parce que autant ils commençaient à gagner un peu le combat de leurs idées, mais les Français n'apprécient pas que l'artisan boucher qui se lève le matin à 5h du mat pour découper ses entrecôtes se fasse caillasser sa vitrine. Donc je pense que ça va surtout se retourner très vite contre eux. Marie-Virginie Klein. Alors,
Moi, je pense qu'en fait, les bouchers ne sont pas sur le bon sujet. C'est-à-dire qu'ils communiquent sur laisser ceux qui veulent manger de la viande tranquille. Sauf qu'en fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est sur la reconnaissance de la sensibilité des animaux. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout une guerre de com. Enfin, ils utilisent très bien la com et ils l'utilisent à fond, peut-être trop, peut-être à l'extrême. Mais là, on est sur une vraie guerre d'idées parce que la question de la sensibilité des animaux est très importante. Elle a été inscrite, en 2016, dans le Code civil, la sensibilité animale a été reconnue. C'est quand même une petite forme de révolution. Et en fait, ce sujet va monter, ce sujet est important. Et c'est pas simplement là un petit épisode. En fait, il va y avoir une vraie révolution, je pense, de pensée sur ce thème, parce que le monde est en train de changer. Un exemple, au Conseil de Paris, il y a eu un vote qui a été soumis sur la construction ou non d'un monument aux animaux morts pendant la Première Guerre mondiale. C'est pas anecdotique. De la même façon que le sujet de l'interdiction des animaux de cirque est souvent mis à l'agenda pour les élus. Et donc, je crois que c'est pas du tout une guerre de com, mais c'est une guerre de changement de monde, donc une guerre d'idées. Et sur le sujet, les mentalités... Enfin, en tout cas, le sujet va être amené à réflexion. De plus en plus, mais là, il y a aussi, et vous venez de le dire, il y a un switch entre la maltraitance animale et la consommation animale. Et d'ailleurs, ils ont très bien compris ça, parce qu'ils ont tout intérêt, les véganes, à entretenir cette confusion. Parce que tout le monde est contre la maltraitance animale, la consommation animale, ça et c'est pour ça que les bouchers répondent mal, parce que les bouchers répondent sur la consommation de viande, alors qu'ils devraient répondre sur dans nos abattoirs, les animaux sont abattus. Mais il le faut aussi. De façon, alors on n'a pas sorti l'extrait, mais ils disent aussi qu'ils s'inquiètent, qu'ils se soucient du bien-être animal et qu'ils vont dans des abattoirs pour vérifier que les animaux soient bien traités. Alors il faudrait qu'ils créent un label pour le prouver ou quelque chose, parce que ce sujet va devenir prégnant. Il y a déjà énormément de labels, animaux élevés sans antibiotiques, animaux élevés en plein air. C'est sûr que quand on voit des vidéos d'L214 avec 35 000 poulets élevés dans le noir et sans plumes, tout le monde est contre. La question, c'est pas ça. C'est est-ce qu'on a quand même le droit de manger une vache qui a été élevée au soleil et qui a brouté de l'herbe. Et d'ailleurs, la plupart des agriculteurs, avant même les attaques de boucherie, avaient commencé à se réveiller et peu ou prou initier une com, mais elle était amateur parce que voilà, ils ont fait des selfies avec les vaches dans les champs en disant on aime nos animaux, et c'est vrai, je pense qu'ils les aiment, même s'ils les tuent in fine, ce qui peut choquer les urbains totalement déconnectés de la vie à la campagne, mais ils ne maîtrisent pas les outils de com, c'est-à-dire qu'un selfie avec une vache, ça ne peut pas lutter contre une vidéo de type combiné au brut que manie extrêmement bien L214. Mais est-ce qu'il c'est pas contre-productif d'aller agresser des bouchers? On dénonce une maltraitance et on crée une autre forme de maltraitance. Vous dites c'est un sujet sérieux qui va monter dans les années qui viennent, mais là ils se tirent une balle dans le pied. Eh ben en fait, ils mettent quand même, c'est grâce à cette stratégie qu'ils mettent le sujet vraiment au devant de l'affiche. Parfois, c'est pas pour défendre du tout cette cause, mais pour faire parler de soi, il faut parfois, quand la cause est défendue, comme vous le disiez, par vraiment une toute petite minorité, mettre en œuvre des procédés de communication qui soient très spectaculaires. Alors là, il y a toujours une frontière entre le spectaculaire et l'agressif, mais la réalité, c'est quand même que ce sujet du spécisme, ce mot d'ailleurs spécisme, qui est le racisme, qui est l'équivalent du racisme pour les animaux, c'est le racisme envers les espèces. C'est le mot employé par les véganes. Et ben c'est un mot que personne connaissait peut-être avant il y a 2 jours, et qu'aujourd'hui auquel la plupart des gens sont sensibilisés. Donc je veux dire, s'ils n'utilisaient pas des stratégies de communication aussi fortes, personne n'en entendrait parler. Donc moi, je pense qu'ils ont raison de le faire. Après, ça peut choquer, c'est un peu violent, et il ne faut pas qu'ils franchissent la ligne rouge de l'agressivité. Tout à fait. Mais rappelons que l'antispécisme, c'est de mettre sur la même ligne les animaux et les êtres humains. Ça a été développé C'est-à-dire, nous sommes tous des espèces. Et l'espèce animale, au même titre que l'espèce humaine, est une espèce et qu'il ne faut pas faire de racisme. Il n'y a pas de différence entre un cochon d'Inde et un humain, d'un point de vue philosophique. Non, c'est de reconnaître la sensibilité des animaux. Ah non, ça c'est différent. Mais voyez, en tout cas, ce débat de Peter Singer est porté par Aymeric Caron. C'est lui qui a mis le débat de l'antispécisme sur la table. Ouais. Et donc voilà, il faut faire attention. Il y a les actions coup de poing, mais il y a surtout en termes de communication une très très grosse influence politique, philosophique, qu'on retrouve dans différents médias. Et je ne pensais pas que le sujet vous opposerait à ce point. Je suppose que vous allez poursuivre cette discussion en antenne. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à ce
match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Philippe Riefmann. Il est avocat, spécialiste en droit des associations et en droit de l'humanitaire. On reviendra avec lui sur ces critiques qui commencent à émerger contre les ONG dans la crise migratoire. La droite et l'extrême droite avaient déjà dénoncé leur comportement. Hier, c'est le chef de l'État en personne qui a vivement critiqué l'attitude de l'ONG allemande Lifeline. Retour sur les faits avant d'en parler avec notre invité, avec Héloïse Grégoire. C'est la fin du calvaire pour le bateau allemand, le Lifeline. Le navire humanitaire est attendu ce soir sur l'île de Malte. Au total, 8 pays européens, dont la France, accueilleront ces 233 migrants, mais pas sans polémique. Hier à Rome, Emmanuel Macron a fustigé l'action de certaines ONG en Méditerranée. On ne peut pas accepter durablement cette situation, car au nom de l'humanitaire, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. À la fin, on fait le jeu des passeurs en réduisant le coût des risques du passage. Pour France Terre d'Asile, les propos du président sont indécents. Assimiler les ONG aux passeurs, à ces mafias criminelles qui se font de l'argent sur le dos des gens, c'est hors sol. Seulement, pour le chef de l'État, le navire Lifeline agit à l'encontre des règles européennes, notamment en refusant d'accepter de remettre aux gardes-côtes libyens les migrants secourus. Pour ce spécialiste du droit international, si un navire est en danger, les États ont pour obligation de le secourir. Lorsqu'un bateau arrive dans les eaux territoriales, s'il présente un risque, il doit être accepté sur le pays. Il faut que les ONG travaillent en bonne coordination avec les gardes-côtes libyens, par exemple, car depuis le début de l'année, c'est quand même 8000 migrants qui ont été récupérés par les gardes-côtes libyens. L'Aquarius et le Lifeline ont réveillé et intensifié des divisions européennes sur la crise des migrants, à la veille d'un sommet décisif à Bruxelles. On va aller plus loin dans le grand entretien, l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Philippe Riefmann. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris et, je le disais, spécialiste en droit des associations et en droit de l'humanitaire. Les mots du président de la République sont quand même sans ambiguïté contre cette ONG, Lifeline. Elle est intervenue contre toutes les règles. Au nom de l'humanitaire, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun contrôle. Elle fait le jeu des passeurs. Quel est votre regard sur ces mots, ce discours présidentiel vis-à-vis d'une ONG pour le moment? C'est un discours fort, effectivement, et comme vous venez de le dire, vis-à-vis d'une ONG. Donc le monde des ONG est très diversifié, il est très varié. Et c'est vrai que la situation est un peu complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, en Méditerranée, et que cette ONG agit dans le respect du droit international maritime, mais qu'elle n'agit pas en lien avec particulièrement ce qu'on appelle le MRCC, donc les gardes-côtes italiens, contrairement à une autre ONG qui a eu les honneurs de l'actualité des médias il y a quelques jours, SOS Méditerranée, qui, elle, n'intervient que sur les instructions, finalement, du commandement italien des gardes-côtes lui signalant des naufragés. Et c'est vrai que cette ONG-là cette ONG allemande est beaucoup plus radicale et qu'elle considère qu'elle a à s'affranchir en quelque sorte de tout lien avec les gouvernements. Vous nous dites donc que Emmanuel Macron a eu raison de condamner cette ONG ? Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il a eu raison de condamner parce que cette ONG, elle sauve des vies, elle sauve des naufragés. Mais je dirais que probablement qu'il y a aussi une dimension politique dans la mesure où il avait rencontré quelques heures auparavant le président du Conseil italien, le Premier ministre. Et qu'on est à la veille d'un Conseil européen. L'Italie est très remonté contre les ONG, donc à cette dimension politique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant dans la bouche d'Emmanuel Macron, dans la mesure jusqu'à maintenant. Il a plutôt manifesté vis-à-vis des ONG une certaine empathie. En tout cas, il les consulte, notamment les ONG françaises. Il les consulte sur toute une série. Elles sont souvent consultées par les autorités françaises. Et puis, il est plutôt favorable au développement de la société civile. Donc là, on est dans un contexte, mais qui est un contexte très radicalisé et très polarisant en Méditerranée. Plusieurs articles ont été titrés ainsi aujourd'hui. Sauver des vies sans aider les passeurs, le dilemme des ONG. Ça veut dire qu'il existe ce dilemme. Ça veut dire que les ONG peuvent parfois servir les intérêts des passeurs sans le vouloir ou en le voulant ? Écoutez, c'est un reproche, une imputation que le gouvernement italien actuel et ses prédécesseurs aussi d'ailleurs, et quelques autres États européens font aux ONG en Méditerranée. On n'a aucun élément qui l'établit, qui établirait des liens directs avec les organisations de passeurs.
on les accuse de constituer une sorte d'appel d'air ou de faciliter la tâche des passeurs. On est dans des logiques très, très opposées. Les ONG qui sont en Méditerranée avec des bateaux, elles rappellent à juste titre qu'elles sont là parce que les opérations européennes de sauvetage qui auparavant avaient été organisées ont cessé. Et on s'est trouvé à partir de 2016 dans un vide total avec des gens qui continuaient à essayer de passer depuis la Libye jusqu'en Italie, essentiellement. Et plus d'opérations de sauvetage, ou quasiment plus d'opérations de sauvetage qui avaient été organisées jusque-là, l'opération Mare Nostrum notamment. Donc elles sont intervenues, et par exemple SOS Méditerranée avec Médecins sans frontières, pour pallier un vide. Alors on les accuse d'être en lien, pour certaines, avec des passeurs. Encore une fois, il n'y a rien qui pour l'instant l'établit. Et par ailleurs, encore une fois, quasiment toutes sont en lien en réalité avec les autorités italiennes, les autorités de garde-côte maltaises ou italiennes, qui leur signalent les naufragés, parce que c'est en fait une zone très surveillée. Et donc on repère assez facilement les naufragés. Marine Le Pen va encore plus loin. Elle nous dit que les ONG sont les complices des passeurs, et portées, je cite, par une idéologie immigrationniste. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce qu'il y a, oui ou non, derrière certaines ONG, sans généraliser évidemment, une forme d'idéologie, qu'elle soit immigrationniste ou autre chose, mais qu'il y a de l'idéologie? Je crois que ce n'est pas une bonne approche. Je pense que Marine Le Pen est une personnalité politique, donc elle fait de la politique. Donc évidemment, elle traite tout sous un angle politique. C'est les ONG, notamment des ONG dans le domaine humanitaire, puisque là on est plutôt effectivement dans le domaine humanitaire, ces ONG, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de secourir et d'assister des populations vulnérables ou de défendre des droits. Donc elles ne sont pas dans une dimension politique. Évidemment, on peut dire que tout est politique, mais elles sont dans une dimension de défense des droits. Pardon de vous couper, mais le docteur Philippe de Botton, président de Médecins du Monde, interrogé par l'AFP, nous dit « Ce qui fait le jeu des passeurs, c'est de criminaliser le sauvetage en mer ou de fermer les frontières. Si on accueillait les gens avant d'étudier leur cas, comme ça devrait être la règle, on casserait le marché des passeurs. » Il fait de la politique, il y a de l'idéologie derrière tout cela. Il y a une conception, effectivement, de la défense des droits, qui est une conception extensive. Il y a d'autres ONG qui peuvent avoir une conception moins extensive, mais c'est une conception de la défense des droits. Et ce qu'il dit, ce sur quoi il s'appuie, c'est sur, effectivement, du droit international, du droit humanitaire, du droit maritime, en disant « respectez-le ». Donc, il a une position. Cette position peut ne pas être partagée par d'autres organisations, mais on ne peut pas considérer qu'il fasse de la politique. Il n'est pas un homme politique, il est le président d'une association. Et donc, il défend le point de vue de cette association sur ces questions-là et sur le fait qu'en Méditerranée, il y a des milliers de personnes qui risquent de se noyer. Et il est assez intéressant de voir que d'autres ONG sur le même sujet disent, comme par exemple SOS Méditerranée ou d'autres ONG, disent finalement, nous, on sauve des gens en mer, on essaye en tout cas, parce qu'on ne peut pas laisser se noyer. Et les questions d'accueil, les questions de droit d'asile sont du ressort des autorités, mais à partir du moment où il y a des gens qui sont sur la mer et que ces gens courent un risque considérable et qu'il n'y a personne pour les secourir, sauf des bateaux marchands, d'ailleurs c'est ce qu'on voit ces derniers jours, ce sont des bateaux marchands qui prennent un peu le relais des ONG parce que le droit maritime impose de sauver les naufragés. Il y a donc un vide. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Philippe Riffman, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste, on l'a compris, en droit des associations et en droit de l'humanitaire. Merci encore. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Vous pouvez retrouver nos articles et les replays de nos émissions sur notre site publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Yannick Jadot, député européen écologiste. Très bonne soirée. Restez au cœur du débat.